Effectivement, on va passer au temps de la table ronde sur l'IA dans la formation initiale des enseignants. Et donc, je vais appeler à me rejoindre sur scène nos intervenants. François Vandenbroek, sous-directeur de l'innovation, de la formation et des ressources à la DGESCO. Caroline Olivier-Yaniv, chef de la mission IA à la DGCIP. Vincent Gouesset, qui descend président de l'université Rennes 2, qui représente aujourd'hui France Université. Et son vice-président chargé de la transition numérique, Nicolas Kluchnikov. Axel Jean est là aussi, chef du bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée à la DNE, la direction du numérique pour l'éducation. Il reste encore une place ici. Et Amil Chahachoua, directeur de l'INSPE et de l'Académie de Grenoble et vice-président du réseau des INSPE en charge de la recherche. Est-ce que tout le monde a trouvé une place ? Moi, je vais rester debout. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est mon téléphone qui est sur cette table. Voilà. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette table ronde. Et donc, voilà, l'IA est bel et bien là, et pour longtemps, on l'a vu ce matin. La nécessité de former les enseignants à l'IA est partagée évidemment aujourd'hui par l'ensemble des acteurs. Et donc les questions qui se posent aujourd'hui, on a commencé à les aborder avec Erwan tout à l'heure, c'est de former. Mais former à quoi? Et surtout former comment? Et avec quelles ressources? Voilà, donc pour démarrer, une petite question d'ouverture. J'aime bien faire ça pour les tables rondes, histoire de faire un premier tour de table. Question courte. Réponse courte, c'est un peu la règle du jeu aujourd'hui, vous êtes nombreux. Voilà, quel est selon vous le principal défi à relever pour intégrer l'IA dans la formation des enseignants? Je vais faire dans l'ordre. Axel Jean, c'est vous qui commencez. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de pouvoir participer à cette journée avec vous et d'avoir été invité. La difficulté principale est d'accepter de travailler dans une zone grise entre les extrémismes des techno-BA et des technophobes. Donc quelque part, nous sommes entre ces deux extrémismes et il faut trouver un chemin qui n'est pas documenté, parce que pour la première fois, le besoin de formation est le même de futurs professeurs jusqu'à ministres. Donc les formateurs ont presque le même besoin de bagage scientifique, de formation, de recul sur leur pratique, et donc ça ne s'est jamais produit dans l'éducation. Merci. Caroline Olivier-Yaniv. Oui, merci. Ça fonctionne. Oui, ça marche. Oui, moi j'ai envie de dire qu'il convient de concevoir l'IA comme un outil numérique supplémentaire au service de la pédagogie et d'une pédagogie toujours plus exigeante, pas en soi, mais parce qu'on a des publics élèves et étudiants de plus en plus diversifiés. On prend de plus en plus en considération les spécificités des étudiants et des élèves. Et faire ça en s'appuyant sur des cas d'usage alignés avec le métier d'enseignant, ou le geste enseignant, pour anticiper sur d'autres choses qu'on va évoquer. Et si possible, mais ça ne sera pas tout de suite, en s'appuyant sur des résultats d'expérimentation via cette fameuse recherche participative. Merci. François Vandenbroek, vous avez déjà le micro en main. Donc, ravi également de participer à cette table ronde. Alors, en ce qui me concerne, je dirais que la principale difficulté, ça va être pour les enseignants de les convaincre de voir ce qu'ils vont pouvoir gagner en utilisant l'IA. Et ça, c'est très difficile parce que toutes les pratiques ne sont pas encore justement complètement documentées. Donc, qu'a-t-on à gagner à utiliser l'IA dans le métier d'enseignant et que risque-t-on de perdre? Donc voilà, c'est ce changement-là qu'il faut absolument accompagner et qui est vraiment difficile puisque, comme Axel le disait, on est vraiment dans une zone grise, on ne sait pas vraiment ce qui va pouvoir être transformé. Hamid Chahachoua. Oui, donc en tout cas, merci pour l'invitation. Donc pour moi, c'est de prendre le temps, et je reprends ce qu'a dit Erwan tout à l'heure, prendre le temps pour poser de bonnes questions, parce qu'on est face à un sujet très complexe par sa diversité, on a bien entendu, et poser de bonnes questions, pour nous, c'est le défi principal. Très bien. Vincent Gouesset. Oui, bonjour. Alors, ça fonctionne. Il faut bien parler dedans. Mais... D'accord. Donc, ravi également, et je vous remercie de l'invitation de participer en représentation de l'Université Rennes 2 et de France Université, qui est la conférence des présidents d'université. Je dirais que, alors, quel est le principal défi? Moi, j'en verrai plutôt 3, mais je vais être très court, rassurez-vous. D'abord, un défi pédagogique, préparer les enseignants qui soient capables d'utiliser des outils innovants dans leur expérience d'apprentissage. Défi éthique, qui est de former
les enseignants à une utilisation responsable de l'intelligence artificielle, ça veut dire critique et consciente des biais de cet outil. Et enfin, un défi démocratique qui est de permettre à tous les apprenants, tous les élèves, de pouvoir s'emparer finalement de cet outil. Merci. Et Nicolas Kluchnikov pour terminer. Bonjour, merci pour l'invitation aussi. Je ne vais pas être original parce que tout a été dit, je pense. C'est dur. De passer en dernier, c'est pas facile. Donc je pense que finalement le corps des enseignants est assez hétérogène. Et donc une des difficultés, c'est d'adapter les formations en fonction des connaissances, du niveau de maturité, de l'appropriation des outils d'IA. Et puis, il faut le dire aussi, de réticences qui peuvent exister chez certains collègues. Puis là, peut-être rapidement, avec la casquette VPNUM, c'est trouver les bons outils et se les approprier. Voilà, merci. Bon, beaucoup de questions, effectivement, et on rentre dans le vif du sujet. Peut-être la première thématique, c'est où est-ce qu'on en est, le cadre actuel, ce qui existe. Et justement, il y a un document dont on a commencé à parler ce matin, c'est le cadre d'usage de l'IA en éducation qui est paru très récemment, le 14 juin pour être très exact. Axel Jean, peut-être je vous donne tout de suite la parole puisque vous avez beaucoup participé à l'élaboration, la conception de ce document. Comment et avec quels objectifs? Alors en effet, comme Erwan le disait, on est parti d'un silence du ministère, une solitude des enseignants, des chefs d'établissement, des gens qui sont sur cette ligne de front de la transformation rapide qui irrigue toute la société et naturellement l'école aussi, des élèves qui utilisent massivement des usages autour des IA génératives sans les questionner suffisamment, sans avoir un esprit critique suffisamment étayé, et des professeurs qui n'utilisent pas du tout, voire vraiment très très peu, les IA génératives et les critiquent par défaut. Ça, c'est le rapport du Sénat, septembre-octobre de cette année scolaire. 80% des élèves utilisaient en lycée les IA génératives, 8% des professeurs d'université à ce moment-là. Donc le ministère, DGESCO, DNE, Inspection Générale, Secrétariat Général, on met sur la table une première version, le fruit de nos réflexions, en disant notre version 1. Et ce qui est le plus original dans notre démarche, dans l'impérative nécessité de répondre aux questions justes et justifiées de la part des professeurs, un document qu'on va présenter lors d'une large consultation sur plusieurs mois à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Donc notre version 1, qui était ce qu'on pensait être le bon chemin, a été soumis aux questions, à des réflexions, à des retours de tous les acteurs de l'éducation. Et nous n'avons pas été déçus, parce que les retours ont été très étayés, ont beaucoup questionné pourquoi on proposait ces éléments-là, comment on pouvait les améliorer. Et donc, quand je dis tous les acteurs, c'est-à-dire l'ensemble des représentants syndicaux, des enseignants, des chefs d'établissement, des inspecteurs, de la recherche, nos collègues du SUP, le CESEN, la filière EdTech, le comité éthique de la donnée, la CNIL, vous voyez, très 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 large. Et évidemment, je n'oublie pas le plus important, les élèves. Et dans les retours, on a eu des retours, la plupart du temps, à tenir un discours extrêmement clair sur le fait qu'il fallait avoir une orientation positive parce que pragmatique, c'était là et il fallait former les jeunes publics qui nous sont confiés pour se projeter et être acteurs suffisamment armés de leur esprit critique pour faire des choix éclairés et libres. Les parents allaient dans ce sens-là, les élèves naturellement allaient dans ce sens-là. Et on a eu des réserves très fortes, disons-le très simplement, de la part des professeurs notamment, parce que ça lève, ça questionne beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup de critiques, parfois beaucoup d'angoisse existentielle, parce que clairement, on a des objets qui produisent beaucoup de langage, beaucoup en apparence de savoir, je ne qualifie pas la qualité de ce savoir-là, et donc on est au cœur, dans l'ADN du métier d'enseignant. Et fort de cette longue consultation, donc des mois et des mois, donc des séances en plénière, une capacité à répondre, à échanger après nous, on a itéré, et on a eu 500, à partir de 500 contributions, on a proposé un élément qui est un cadre d'usage, un point d'équilibre. Ça n'est pas la version voulue par le ministère initialement, c'est ce point d'équilibre co-construit. Alors, deux vertus, le fait d'accepter que cet objet-là ne soit pas parfait, c'était impossible en une itération, et donc il faudra qu'on revienne dessus autant de fois qu'il le faudra.
Mais le deuxième élément, c'est que cette large consultation montre une très forte appétence de l'ensemble des acteurs du numérique, des sujets autour de l'IA, de la société française, parce que 500 contributions, c'est assez rare d'avoir eu cette 360 degrés de représentation sur les différents acteurs de l'éducation, et qu'il y a beaucoup à apprendre là-dessus. Et on est le pays de Descartes, on est un pays quand même tourné vers les sciences, et l'IA est une science mise au service des savoirs. Maintenant, il faut le mesurer, donc on l'a structuré autour de 3 éléments principaux pour être très rapide. Des grands principes, les valeurs de la République, les valeurs de l'école, portées par l'école. Des obligations légales, et les mots ont tout leur sens, donc pour aller très rapidement autour du respect du RGPD et de la transparence, on y reviendra peut-être. Et ensuite des recommandations, et donc différence entre obligations légales et recommandations. C'est très important de dire à quel âge, voilà ce qu'on peut faire, à partir de telle tranche d'âge, voilà ce qu'on doit faire, et à partir de telle tranche d'âge, il faut vraiment s'emparer massivement des opportunités des IA génératives. Voilà comment on a procédé. Le point important, c'est plus la méthode mise en œuvre que l'objet qui est un objet temporaire qui aura vocation à évoluer, mais on est passé, je le redis, d'un silence qui était trop lourd à maintenir à des éléments qui, on espère, seront guidants. Justement, c'est toute la question maintenant de l'appropriation de ce cadre d'usage. François Van Den Broek, comment faire maintenant pour que ça redescende? Alors déjà, peut-être souligner que c'est un document dont la parution est récente, qui date donc du mois de juin, qui a été soumis à une consultation assez large, comme Axel l'a rappelé, qui a fait émerger quand même la difficulté de l'acceptabilité de l'intelligence artificielle, puisque effectivement les représentants des professeurs disaient nous, non, on ne veut pas de l'IA, et c'est difficile d'écarter d'un revers de la main ce qui s'impose aujourd'hui. Je précise que le cadre d'usage évoque, Axel en a parlé, la dimension RGPD, et il a été, j'allais dire, utilement complété très récemment par une foire aux questions publiée par la CNIL qui rentre véritablement dans le champ du RGPD et qui pose la question de la littératie des données, puisque les intelligences artificielles traitent essentiellement de données, donc j'y reviendrai un petit peu après. Donc poser la question de son appropriation, c'est aussi poser la question de savoir quel est le contenu un peu plus précis de ce cadre-là et qu'est-ce qu'il faut qu'on transfère comme message. Donc dans le cadre d'usage, les éléments essentiels, c'est déjà des définitions de quoi on parle afin que tout le monde éducatif ait le même langage sur ce sujet-là. Ce cadre indique ce qu'on peut faire avec l'IA, ce qu'on ne peut pas faire, et là je reprends ce que Erwan disait tout à l'heure. On voit en effet beaucoup sur les réseaux sociaux que déjà en académie, il y a une appropriation de ce cadre-là avec des infographies qui reprennent en fait ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas. Le cadre d'usage expose des règles qui sont en fait moins pédagogiques que éthiques et qui posent bien le cadre réglementaire dans lequel l'usage de l'IA peut être fait. Et pour les enseignants, il y a à mon sens, un repère essentiel, c'est celui de l'âge des élèves, avec l'âge pivot de la classe de 4e, donc où on peut commencer à travailler l'IA avec les élèves à partir de la classe de 4e, mais avant, on est bien sûr sur la découverte et sur de l'outil. En particulier à l'école primaire, on ne peut pas faire en sorte que l'école primaire soit un monde qui soit complètement déconnecté du monde réel dans lequel les élèves vivent. Enfin, donc c'est un cadre qui donne aussi une bibliographie, une documentation qui peut être utile pour les enseignants et tous les acteurs du monde éducatif pour compléter leur culture dans le domaine. Donc cette ressource, elle a été mise en avant sur tous les canaux de diffusion du ministère. On voit que tous les cadres en académie et les personnels d'encadrement s'en sont saisis. Mais pour l'administration, il y a un défi colossal et un défi logistique colossal. On compte en France pas moins de 50 000 établissements du premier degré et second degré, plus de 800 000 professeurs, et donc c'est auprès de tout ce public-là qu'il faut donc porter ce cadre-là. Donc ça va s'organiser à travers des formations et donc jusqu'au chef d'établissement, puisque je parlais des données, juste un exemple, hein, l'utilisation que les professeurs feront de l'IA et les données qu'ils mettront dans l'IA, c'est le chef d'établissement qui est le responsable du traitement et qui doit pouvoir répondre de la conformité des usages des professeurs au RGPD. Donc il faut que les chefs d'établissement soient eux-mêmes formés. Donc c'est toute la ligne, en fait, toute la colonne vertébrale du système éducatif qui doit être acculturée et formée, ce qui est un défi important. Donc on en parlera après des actions de formation. Amine Chachoua, ça passe aussi évidemment par les formateurs, les INSPE. C'est déjà là, ce cadre d'usage, il est affiché partout.
Ah. Non, enfin, du moins dans mon INSPE, non. Bah, qu'il est récent, du 14 juin. Oui. Et on est beaucoup plus dans, même pas affiché aussi le cadrage de la réforme. Donc il y a beaucoup de documents qui arrivent effectivement au mois de juin. Et avec, je pense, des priorités, des urgences, et ça fait partie des priorités. Donc, mais ça va être au cœur de la réflexion sur la réforme, sur laquelle je pense on reviendra après. Très bien. Dans le supérieur, évidemment, les choses sont forcément un peu différentes. On est sur des établissements autonomes. Peut-être, Caroline Olivier-Yaniv, il y a malgré tout des choses en préparation, une charte type, je crois, qui doit bientôt sortir. Oui, alors effectivement, différence importante en termes d'organisation et de gouvernance du système d'enseignement supérieur. Le ministère et la DGCIP en particulier travaillent avec des opérateurs autonomes, hein, aussi bien les écoles que les universités. Et en fait, le premier essai d'une charte a émané directement du terrain. En fait, une charte d'usage qui a émané alors du terrain, mais dans un contexte tout à fait particulier quand même. Qui était le réseau constitué par les démonstrateurs numériques de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire environ 80 établissements, universités, mais aussi écoles d'ingé. Le réseau des INSA fait partie des démonstrateurs et un certain nombre d'écoles de l'agro fait partie des démonstrateurs numériques de l'enseignement supérieur. Et donc c'est dans ce réseau financé aussi par France 2030, par la stratégie enseignement et numérique, hein, financé de manière substantielle, je dirais en miroir avec les territoires numériques éducatifs d'ailleurs. Et donc RAG-AREN a été élaboré par le démonstrateur numérique de l'enseignement supérieur porté par l'Université de Rennes. Voilà, je finis cette parenthèse un peu technique mais importante. Donc c'est vraiment dans ce réseau qui a été un creuset de plusieurs initiatives liées à la transformation numérique de l'enseignement supérieur dans la formation, dans la pédagogie, mais aussi dans ces métiers, dans tous les métiers qui accompagnent les enseignants et les chercheurs, bien sûr, qu'a émergé, que s'est vraiment cristallisé le besoin d'une charte des usages de l'IA pour la formation et pour la recherche. Donc ce réseau, qui est particulièrement efficace sur ce sujet, a proposé une charte qu'on appelle encore la charte des DEMOES, pardon pour l'acronyme, démonstrateur numérique de l'enseignement supérieur. Alors, quel a été le rôle de la DGCIP dans tout ça ? Elle a peut-être attendu un peu, elle aussi, mais elle a joué un rôle, je dirais, à au moins 2 niveaux. Premier niveau, soumettre à nos experts juridiques le volet juridique de cette charte pour... évidemment avec les services juridiques des universités qui étaient à la manœuvre, l'université d'Orléans en particulier, mais vraiment bien consolider et vérifier la conformité juridique de cette charte, au RGPD bien sûr, aux avis de la CNIL et aussi à l'IA Act de l'Union européenne qui est extrêmement important. C'est quand même le seul acte international pour encadrer les usages de l'IA et je crois qu'il ne faut pas l'oublier parce que l'Union européenne a un rôle extrêmement important sur ce sujet, surtout dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Donc première intervention de la DGCIP à ce niveau-là. Deuxième intervention de la DGCIP, finalement faire en sorte que cette charte émanant du terrain devienne la charte type proposée aux opérateurs, aux universités, aux écoles de l'enseignement supérieur, proposée puisque validée sur sa dimension juridique, tout en leur laissant la possibilité de s'en saisir, de se l'approprier, en leur offrant une robustesse juridique, une garantie de robustesse juridique, tout en leur laissant la possibilité d'adapter les cas d'usage, etc., aux particularités des établissements, aux stratégies des établissements, aussi bien en formation, en pédagogie qu'en recherche. Voilà, et la troisième intervention de la DGCIP, ça va consister à présenter cette charte type avec les opérateurs qui l'ont forgée lors d'un webinaire qui a lieu la semaine prochaine. Voilà. Vincent Gouessel, je me tourne vers vous. Le site rennais, on vient de le dire, est extrêmement moteur. Je parle du site, il y a 2 universités, mais voilà, le site rennais au global est très moteur sur ce sujet-là. Comment vous avez vu l'IA arriver? Comment s'en emparent les enseignants-chercheurs de l'université et du site? Vaste question. Monsieur Jean rappelait tout à l'heure le décalage qui existe actuellement entre un monde de formateurs et d'enseignants du supérieur qui sont encore dans une approche balbutiante de l'IA, alors que leurs élèves, nos étudiants, ils sont déjà très familiers.
Donc ça génère un sentiment un peu de malaise et un mélange de fascination et d'appréhension de notre part. D'autant que l'IA nous rentre, notamment, c'est l'aspect le plus visible actuellement, celui auquel on se heurte, par la fraude. J'ai reçu hier la responsable de la cellule juridique et le responsable de la cellule disciplinaire à destination des usagers, donc des étudiants, et on est face à une explosion d'un usage abusif de l'intelligence artificielle qui va jusqu'à remettre en cause ce que sont nos dispositifs pédagogiques actuels, puisque un des outils majeurs, notamment au niveau master, c'est le dossier qui est un travail d'initiation à la recherche et en même temps le champ d'expérimentation des savoirs et des compétences de nos étudiants au niveau master dans une logique de pré-professionnalisation. Or, le dossier, un exercice travaillé à la maison traditionnellement, perd tout son sens dès l'instant qu'il peut être intégralement généré par l'intelligence artificielle. Ce qui nous place face à un dilemme, puisqu'il y a aussi des moyens de pouvoir faire en sorte que ça n'ait pas l'air d'avoir été fait et produit par une intelligence artificielle. Il semble même qu'il y ait un outil dans l'intelligence artificielle qui permet de contrer cette impression. Et donc, on a les étudiants qui sont à l'aise, qui sont capables de l'utiliser sans avoir l'air de l'avoir fait, et finalement sont pénalisables ceux qui sont les moins à l'aise avec ça, et on retombe sur la brèche numérique qui consiste à pénaliser ceux qui sont déjà pénalisés au départ. Donc, il y a un petit peu, alors non pas un vent de panique, mais en tout cas une prise de conscience, et notamment de la manière de faire évoluer nos outils pédagogiques, et notamment notre évaluation d'enseignement. Et en même temps, il ne faut pas justement céder à la panique et incorporer cette intelligence artificielle qui peut nous apporter beaucoup. Et on est donc sur cette brèche actuellement. Et je dirais, pour ne pas rester sur cet aspect fraude, qui ne doit pas être, le seul versant, je voudrais dire également que, de façon assez empirique, les enseignants-chercheurs commencent à s'approprier l'IA. Ils commencent à le faire en recherche, et d'ailleurs, certains ne commencent pas, mais ont déjà une expérience de recherche sur l'intelligence artificielle ou d'utilisation de l'intelligence artificielle. Je donnerai un seul exemple. Rennes 2 a obtenu un projet européen, une ERC, Clarisse Bardiot, sur l'utilisation des archives du Festival d'Avignon, qui sont protéiformes. Il y a des captations vidéo, il y a du texte, il y a des tas de choses. Vous savez qu'un des problèmes et un des défis avec le théâtre, c'est qu'il y a peu d'archives, puisque c'est un art vivant. Et l'intelligence artificielle permet d'exploiter l'ensemble de ces matériaux, et ce qui lui a permis d'obtenir donc un projet européen sur le sujet. Mais tout le monde n'en est pas là, et tout le monde n'en est pas là dans l'application pédagogique également. Il y a déjà des enseignants qui l'utilisent. Un des principaux champs d'application, c'est la langue, l'usage de la langue, et en particulier de la traduction. Donc les enseignants de langue, ils sont sensibilisés, en particulier les enseignants d'anglais depuis très longtemps, d'autres un peu moins. Donc on est dans cet entre-deux, et c'est le défi qui s'impose à nous aujourd'hui, de ne pas se laisser dominer par l'évolution technique, mais de reprendre le cours. Peut-être, évidemment, l'approche des VP numériques est essentielle. Comment vous approchez cet enjeu-là, justement? Oui. Oui, merci pour la question, qui est évidemment très intéressante. Alors, peut-être, une première chose à dire, c'est que même si les établissements, effectivement, sont autonomes, on travaille quand même pas mal en réseau. Donc, effectivement, l'autonomie n'empêche pas, au contraire, la collaboration et les réflexions collectives. Et par exemple, pour rebondir sur la charte qui a été faite au départ par un réseau, le réseau des MOES, il y a aussi un réseau des VP numériques qui existe et qui a également travaillé à enrichir la charte avant, effectivement, que la DGCIP valide tout ça vraiment formellement et fasse, disons, de cette ébauche de charte, une charte vraiment bien construite. Et ça, bien sûr, les établissements, le travail des VP NUM, par exemple, dans les établissements, ça peut être
d'avoir un groupe de travail autour de l'IA, des réflexions, voir comment cette charte peut être déclinée, les éventuels besoins qui ne seraient pas généraux et spécifiques à un établissement. Voilà, donc un travail en interne des VP numériques, c'est l'animation des réflexions autour de l'intelligence artificielle, voilà, avec plusieurs dispositifs, donc des groupes de travail, la déclinaison des cafés IA qui a été faite par le Conseil national du numérique, qui peuvent être déclinés dans certains établissements, qui sont des moments où on peut, avec les enseignants-chercheurs, les collègues, réfléchir ensemble, regarder des cas pratiques d'utilisation, etc. Et donc il y a toujours cette... comme ça se fait au niveau national, au niveau des établissements, il y a également cette stratification de parler avec la base, de remonter les informations et d'avoir un discours permanent pour construire quelque chose, une politique intéressante au niveau d'établissement et qui se reproduit après au niveau supérieur entre les établissements et l'État. Peut-être rapidement aussi dire qu'il y a toute une partie du travail qui est sur les outils numériques avec il faut réfléchir en permanence zut, les mots ne me viennent pas, excusez-moi. Donc il faut réfléchir à la frugalité des IA qu'on va utiliser, à leur coût aussi, parce que dans l'environnement des établissements du supérieur, où les questions de coût sont vraiment très importantes, eh bien, il faut réfléchir à avoir des outils qui soient pas trop coûteux, et on peut vite tomber dans des trucs qui peuvent être vraiment très très chers. L'IA, c'est très très coûteux. Voilà. Donc c'est toutes ces attentions-là. Juste très rapidement pour qu'on puisse... Très rapidement, mais 2 mots importants qu'on n'a pas signalés tout à l'heure, c'est que le cadre d'usage qui a été présenté par mon voisin et la charte type pour l'enseignement supérieur ont été également travaillés conjointement par la DNE et par la mission IA de la DGCIP. Alors, c'est pas uniquement parce qu'on est dans le même grand ministère, même si ça aide bien sûr, mais c'est aussi avec l'espoir que les élèves, quand ils deviendront étudiants, eh bien, seront exposés à une continuité, ça viendra nourrir ce qu'on appelle le -3+3, mais seront exposés à une continuité dans les éléments de cadrage, de définition des bonnes pratiques, de réglementation aussi, parce que voilà, les contrevenants, les fraudes, il faut les identifier vis-à-vis de l'IA comme vis-à-vis de tous les autres outils qu'utilisent nos étudiants, nos élèves. Donc voilà, les principes sont les mêmes et il y a eu un travail articulé entre la DNE et la DGCIP sur ce sujet. Donc on voit effectivement le sujet est pris en main. Former les enseignants à l'IA, oui, mais à quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Quel enseignant on veut? L'enseignant de demain qui maîtrisera l'IA, il ressemblera à quoi? Et là, je me tourne vers vous, François Van Den Broek. Vous êtes aussi représentant de l'employeur de ces enseignants. Alors, c'est une question d'actualité parce qu'on est en ce moment engagé dans la réforme de la formation initiale des professeurs. Et donc, ce qui nous apparaît essentiel, tout d'abord, et ma première réponse, elle va peut-être paraître paradoxale, c'est qu'on a besoin de professeurs qui sont dans les compétences disciplinaires formés à un niveau expert, et en particulier dans les compétences langagières, puisque le langage est le mode d'interaction avec l'intelligence artificielle. Et si on veut maîtriser l'intelligence artificielle et en comprendre les réponses et les juger, on a besoin d'avoir un niveau d'expertise élevé. Donc plus que jamais, on aura besoin de professeurs experts dans leur domaine et dans d'autres champs qui leur permettront donc d'interagir avec l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, il faudra avoir une culture générale de l'intelligence artificielle, donc sur son fonctionnement, sur l'âge des modèles aussi, être conscient que voilà, les réponses sont conditionnées aussi à l'obsolescence des données qui ont servi à entraîner le modèle, l'existence de biais, et on l'a rappelé aussi, les enjeux écologiques. Donc avoir en fait une culture générale de l'intelligence artificielle. Ensuite, il me semble qu'il faut les former davantage aux usages qu'aux outils en raison de l'obsolescence potentielle de certains outils. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en introduction. Il faut vraiment définir quels sont les usages et pourquoi on va faire de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on a gagné en utilisant l'outil d'intelligence artificielle. Donc, utiliser l'IA, c'est d'abord mobiliser ses compétences académiques. Ensuite, il va falloir aussi accompagner l'évolution du geste professionnel.
Donc repenser les pratiques, donc ça a été évoqué. On va peut-être plus pouvoir proposer le même type d'exercice qu'on faisait avant, proposer à des élèves de traduire un texte dans une langue étrangère quand c'est un devoir à la maison. Comme on n'aura aucun moyen de voir quelle est la trace de la production de l'IA, il va falloir inventer de nouvelles modalités d'évaluation. Donc ça va aussi poser la question de l'évolution de certains gestes professionnels, en particulier de l'évaluation. Est-ce qu'on peut passer plutôt à l'évaluation sur des dimensions collectives? Ça va reposer aussi la position du professeur dans la classe. On l'avait déjà vécu avec l'émergence de Wikipédia. On avait dit c'est la catastrophe, le professeur est menacé dans son rôle de détenteur d'un savoir. On voit que ça n'a pas été la catastrophe annoncée. L'intelligence artificielle, mais aussi le savoir et les connaissances à proximité immédiate, et ça a été évoqué tout à l'heure lors de la matrice SWOT, on a vu l'accessibilité, l'immédiateté. Et donc, quel va être le rôle du professeur dans ce cadre-là? Est-ce qu'il va falloir peut-être aussi renforcer les interactions sociales en classe, entrer dans un fonctionnement davantage collectif, c'est-à-dire trouver une place où l'intelligence artificielle n'ira pas. Donc le contrat didactique en classe va être impacté, et ça, il faut que les nouveaux enseignants soient formés à ces nouvelles modalités d'interaction avec les élèves. Et enfin, je dirais au niveau des grandes lignes directrices que j'évoque, il y aura aussi de la part, donc je me tourne vers mes collègues de l'administration centrale, de voir aussi ce qui est en pratique développé dans la formation pour qu'on puisse ajuster la demande institutionnelle et l'offre de formation. Amit Chachoua, peut-être du côté des formateurs. Vous avez entendu tout un nombre de compétences qu'il va falloir évidemment transmettre à ces futurs enseignants. J'imagine ça vous fait réagir aussi. C'est le constat que vous partagez ? Oui, je partage tout à fait. La question maintenant qu'on se pose au niveau des INSPE pour la formation des enseignants, qui est la suivante. C'est la question, est-ce qu'on va se focaliser tout de suite sur des questions immédiates comme l'évaluation, la menace qu'on vient de voir, la triche, voire usage dans la classe, ou moi il me semble qu'il faut aller au-delà sur un périmètre beaucoup plus large et de considérer l'IA comme un sujet sociétal dans la formation, qui aborde l'IA en tant qu'objet, bien sûr, en tant qu'un usage, en tant qu'outil dans l'enseignement, mais d'abord aussi et avant tout, c'est quoi cet objet-là? Quels sont les enjeux qu'il y a derrière? Les questions d'éthique, les questions de développement d'esprit critique, etc. Et je pense, du côté des INSPE de la formation, il est important, comme je l'ai dit dans l'introduction, de poser de bonnes questions. Et poser de bonnes questions, je pense, c'est aussi le rôle de cette université d'été qui a été organisée par le réseau des INSPE avec nos partenaires pour essayer de partager les grandes questions pour qu'on puisse, au niveau national, d'avancer dans une certaine cohérence avec l'ensemble des acteurs de nos tutelles, etc. Et à ce niveau-là, donc, on a aussi, dans le Printemps de la Recherche, organisé une demi-journée, et au programme de Printemps de la Recherche l'année prochaine, avec une ouverture internationale qui va être consacrée sur l'IA. Donc on voit très bien que le réseau de INSPE aborde cette question pas dans une urgence, mais prendre le temps pour poser les questions, identifier quel est le débat, sur quel objet on doit travailler, et ne pas se limiter uniquement à l'usage. Au-delà du travail qui est fait au niveau national, pendant toute l'année, on a appris qu'en différents INSPE, il y a eu des initiatives d'organisation, des séminaires, des journées scientifiques avec différents partenaires. Donc on voit bien que comment, au niveau des INSPE, on essaie de comprendre la complexité du problème avant d'attaquer comment on va former. Et à partir de là, je peux témoigner, par exemple, à Grenoble, que un travail qui est mené actuellement par un groupe de travail qui dépasse le périmètre de l'INSPE, au sein même de l'université, de penser l'IA et formation. Et je pense, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction, l'objectif, c'est vraiment de définir notre périmètre de travail pour apporter des réponses pour un enseignant qui va être confronté à ce sujet-là et qui va évoluer le sujet. C'est ça la question, c'est l'enjeu qu'il y a derrière. Et après, on peut voir comment on peut mener ce travail. Je ne sais pas si vous vouliez réagir aussi. Oui, alors en termes de formation, effectivement, c'est un véritable défi. Ça suppose effectivement, ça a été dit un petit peu, d'être capable de développer auprès des enseignants des compétences techniques de base, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne l'IA. C'est un défi puisque pour beaucoup, c'est nouveau.
des compétences critiques. Et là, on n'est pas du tout dans le technique, on est plus effectivement dans cette position critique qui consiste à interroger les biais, les limites de l'usage de ces IA, l'opacité des systèmes, hein, puisque l'IA, c'est quand même les GAFA, hein, et on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Et puis des compétences pédagogiques, évidemment, pour intégrer l'IA de manière raisonnée dans les pratiques de classe. Alors je suis un peu moins compétent, hein, puisque ça c'est la spécificité typiquement des INSPE. Par contre, le système laisse la formation des enseignants aux universités, ou repose en particulier sur les universités, avec un souci, c'est que c'est un besoin de formation qui s'applique à la fois à la formation initiale et à la formation continue, puisqu'il faut s'adresser aux deux publics, dans un contexte où ils sont déjà bien saturés, hein. C'est-à-dire que l'IA vient en plus de tout ce qui existe déjà, et chaque fois qu'on intègre un enseignement nouveau, avec un volume horaire et des moyens qui sont limités, il faut soustraire d'autres formations si on veut rester à l'équilibre. Et là, ça vient en plus du reste, et c'est un véritable défi. Il faut trouver à la fois du temps dans les formations des enseignants, et il faut trouver des moyens, hein. Donc je parlais d'un triple défi en introduction, pédagogique, éthique et démocratique, mais il y a aussi un défi pratique qui est aussi un défi financier. Vous n'ignorez pas que nos universités sont pratiquement toutes en déséquilibre financier désormais. Or, l'IA, ça suppose des moyens logistiques pour pouvoir l'utiliser, et ça suppose des moyens pédagogiques, puisqu'il faut des enseignants et des enseignements. Donc il est clair que dans nos situations actuelles, on n'y arrivera pas sans des moyens dédiés. Alors je ne sais pas où en est le ministère de cet état de la réflexion, mais on ne pourra pas tout seul et avec nos mains vides, nos petites mains, avancer. Voilà. Ah, alors, une perche vous est tendue, mais la question peut-être pour rebondir, c'est effectivement, oui, former comment et par où on commence. Donc là, peut-être des choses déjà, Axel Jean, je pense, voilà, on peut vous tendre le micro. Alors, en effet, hein, c'est un défi majeur, comme je l'évoquais en introduction. Sans doute, nous n'avons jamais eu un tel défi par rapport à le besoin de formation systémique. J'ai zéro souvenir que l'administration éducation nationale ou même le supérieur ait le même besoin, quelle que soit la strate de responsabilité des personnels chargés de l'éducation. Il se trouve que nous n'avons pas attendu les IA génératives parce que peut-être dans nos interventions successives, il serait prudent de préciser IA générative parce qu'il n'y a pas que ça. Et il y a des excellentes IA qui sont extrêmement frugales, les bons vieux systèmes experts qui font parfaitement bien leur travail en local, etc., etc. Donc en fait, soyons prudents à bien distinguer IA générative du reste du champ des IA. Et moi, je ne suis pas un ayatollah pour considérer qu'il n'y a que les IA génératives qui relèveraient de la famille des IA. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le ministère a travaillé depuis longtemps, donc, avec d'autres ministères européens, à concevoir des éléments dans le cadre de fonds européens, parce que parfois, il y a des contraintes budgétaires pour la France, mais on peut obtenir des subventions européennes dans le cadre des Erasmus plus K3, donc les plus hauts niveaux d'Erasmus. Et on a fait un projet qui s'appelle AI40, Artificial Intelligence for and by Teachers, avec l'Italie, l'Irlande, la Slovénie et la France. Et nous l'avons mis à jour à l'occasion de l'arrivée des IA génératives, quand tout le monde a vu arriver l'éléphant dans la pièce et que ça a beaucoup remué l'ensemble des fondations. Donc AI40, qu'est-ce que c'est ? C'est hébergé sur France Université Numérique pour la partie française et chaque État membre, évidemment, l'a décliné sur la plateforme de son choix. Et là, vous avez un parcours dédié à l'ensemble, l'intention initiale, l'ensemble des professeurs et des chefs d'établissement. Il se trouve que nous, fort de ce qu'on a réalisé, on l'a ouvert à tous, tout agent, tout formateur, pourrait y trouver un intérêt. Et qu'est-ce qu'on a mis dans ce parcours de formation ? On a défini ce qu'était l'IA, alors avec l'aide de l'INRIA par exemple, vous voyez, pour rester dans le champ scientifique strict. Ensuite, on a décliné ce qu'on pouvait faire avec l'IA quand on était professeur et ce qu'on ne devait pas faire avec l'IA quand on était professeur. Et on a traité les IA génératives qui émergeaient à ce moment-là. Alors, je le dis simplement et avec mon collègue sur un ton en souriant, vous savez que ce n'est pas simple de se mettre d'accord au sein d'un ministère, mais se mettre d'accord à 5 ministères européens,
C'était une gageure, c'était complexe. Donc on a ce parcours qui permet d'adresser les grands débutants. Donc ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est juste l'alpha. La première marche. Mais sur 5 pays, le proposer, savoir voilà l'indispensable à savoir quand on est en charge de sujets d'éducation à l'ère de l'IA, voilà les briques fondamentales. Ça ne suffira pas, mais c'est déjà là. Et c'est complété par un open textbook porté par, pas très loin de chez vous, la chaire ressources éducatives libres et IA, pilotée par Colin de la Higuera, une chaire UNESCO, qui a fait un open textbook qui complète de Nantes, oui, bien sûr, de Nantes, qui complète i40. Donc i40, c'est 2 objets, en résumé. Un MOOC, hébergé sur France Université Numérique, ouverte à tous. Plus de 43 000 professeurs ont fini le parcours. Et un open textbook qui est en gros autour de 20 heures pour aller beaucoup plus loin si vous le souhaitez. Ça, c'est une première brique et je vous invite à aller, si vous ne l'avez pas déjà fait, le parcourir. Évidemment, on l'a fait en open science, dont tout est prenable, réexploitable avec des licences qui vous permettent d'intégrer les bouts qui vous sembleront les plus pertinents et les plus utiles à vos apprenants. En fait, donc n'hésitez pas, c'est pensé comme ça, by design. Ces éléments-là sont disponibles. Autour du cadre d'usage, l'équipe DGESCO et DNE, nous avons produit une micro-formation de 30 minutes qui accompagne le cadre d'usage, déjà disponible via Magister. Et ce que nous avons fait vivre les équipes ensemble, l'Inspection Générale, DGESCO et DNE, c'est qu'il nous a semblé que dans cette zone grise de grandes questions, de grands doutes, il fallait apprendre entre pairs. Et donc on a créé une communauté qui s'appelle la Communauté de réflexion en éducation sur l'IA, la CREIA, hébergée sur Magister, ouverte à tous, dans lequel des collègues viennent poser des bonnes questions, leurs questions, et d'autres collègues parfois trouvent des meilleures réponses que celles que nous pourrions former, stabiliser au ministère. Et évidemment, on intervient, on régule les éléments, mais cette communauté de réflexion en éducation a 4 900 membres. La première année, on l'avait ouvert à l'ensemble des formateurs, l'ensemble des territoires académiques étaient présents, et depuis cette année scolaire, on l'a ouvert à l'ensemble des professeurs. Elle a vocation à grandir, et donc c'est un bon moyen d'apprendre en faisant, en se confrontant aux autres, au-delà du seul fait de disposer de ressources clés en main pour se former. Parce que clairement, dans les échanges de la CREIA, et je regrette de ne pas l'avoir évoqué tout à l'heure, la consultation, nous avons posé la version 1 que j'évoquais tout à l'heure, et via la CREIA, je vous invite à aller voir la qualité des réponses que nous avons reçues, parce que les collègues qui viennent sont évidemment plutôt les pionniers, ceux qui courent devant, très en avance de phase de ce que peut proposer le ministère. Et évidemment, on a besoin que des pionniers continuent à défricher des chemins en terre incognitia, si on pouvait jouer ce jeu de mots-là, en fait, parce que clairement, ils défrichent, ils explorent, on régule, parfois en disant, ben là, en fait, on va peut-être pas y aller, on va peut-être rebrousser le chemin, mais en tout cas, dans les 3 pas qu'on fait en avant, parfois un pas en arrière, mais ils ont fait 2 pas au final en avant, et ça fait progresser tout le monde. Donc, en résumé, des ressources sont déjà disponibles, les académies, notamment les DRAN, défrichent aussi et inventent localement des dispositifs qui sont de très grande qualité. Pour le dire très simplement, j'ai vu des affiches réalisées par les équipes académiques qui me semblent parfois plus explicites et plus directes que les affiches proposées par le ministère sur le cadre d'usage. Donc c'est très bien que ce soit ainsi. Et apprenons ensemble, entre collègues, il n'y a pas meilleur moyen. Donc parfois le modeste café IA permet de démystifier les sujets autour de l'IA, les tester en vrai. Et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à d'abord tester pour vous ces éléments-là, parce que parfois encore, certains formateurs n'ont même pas encore testé ce que peuvent faire les IA. Et je ne dis pas pour en être en techno-BA, c'est-à-dire que parfois, il faut savoir le monstre qui approche. Et tant que vous ne l'avez pas testé, vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il sera possible de faire et ce que d'autres furieux feront, soit très à l'ouest de nous, soit très à l'est de nous. Donc on est quand même entouré par 2 grands extrémismes. Et il y a une 3e voie à définir sur un chemin de crête sur lequel les précipices sont gigantesques et à l'est et à l'ouest. Une 3e voie européenne. Il serait temps qu'on s'en empare. Et pour ça, évidemment, la responsabilité est sur les épaules des formateurs. Vaste responsabilité quand même. Est-ce que je pourrais apporter une réponse à la réponse? Alors, je vous rassure, les cafés IA, c'est en pleine marche. Le premier café IA Rennes 2 sera organisé au mois de septembre et fonctionnera au rythme d'un café par mois. Hein, donc, on est déjà dedans. Par contre, et c'est normal, ça correspond à votre mission, vous nous avez répondu en termes de ressources pédagogiques, hein, c'est votre rôle à la DGESCO, mais pas en termes de moyens. Il n'y a pas actuellement de professeurs d'IA, il n'y a pas de moyens dédiés en termes d'infrastructures, puisque l'IA, c'est aussi des infrastructures numériques.
Et alors on y travaille, hein, ça avance. Mon VP numérique pourra éventuellement vous donner quelques détails, mais tout ça ne sera pas gratuit. Voilà. Or, actuellement, nous avons une limite, c'est que nous n'avons pas de ressources particulières, ni RH, ni infrastructurelles dédiées à cela. Voilà. Alors, peut-être Caroline Olivier-Yaniv, côté DGCIP. Oui, merci. Peut-être rebondir sur cette question des dispositifs. On évoque des choses différentes. On n'a peut-être pas fait assez la différence entre la phase de sensibilisation et la phase de formation. Hein. Tous ces dispositifs qui paraissent informels, démultipliés, les cafés, etc., sont extrêmement importants. Précisément parce que les enseignants-chercheurs, comme les étudiants et les élèves n'en sont pas au même niveau d'appropriation de ces outils, etc. Et donc, voilà, cette ambition de formation systémique, elle va passer pour certains acteurs, pour certains groupes d'acteurs, pour certains publics, par des phases préalables de sensibilisation. Hein. Et quand je dis ça, ce n'est pas une manière d'esquiver la question des moyens, mais les échanges entre pairs sont extrêmement importants. On le sait bien, aussi bien pour les enseignants-chercheurs que pour les enseignants. Hein. Dans les universités, on n'a pas de salle des profs, mais enfin, on a des conseils pédagogiques, etc. Enfin, on a des réunions pédagogiques. Et puis, enfin, voilà, encore une fois, la sensibilisation, les échanges de bonnes pratiques par les pairs sont extrêmement importants. Et je ne dis pas ça pour esquiver la question des moyens, mais simplement parce que, voilà, aussi, comme moi, je suis enseignante-chercheuse aussi, et je sais à quel point c'est important, et je sais aussi, sur la base de travaux de recherche, à quel point ça compte, et que tout ne vient pas d'en haut. C'est un peu paradoxal de dire ça ici, alors que je parle au nom de la DGCIP, mais c'est en même temps très significatif de la manière dont fonctionne l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sur la question des moyens, bien sûr, cette ambition de formation systémique de nos enseignants, de nos enseignants-chercheurs, de nos élèves, de vos élèves qui deviendront nos étudiants, enfin, elle est assez colossale et elle est probablement assez inédite. Il n'empêche que, comme Erwan l'a souligné pendant la keynote, même si on ne peut pas faire autrement, parce que ça c'est notre rôle dans les directions générales, de prendre au sérieux cet enjeu systémique, il n'empêche qu'on est bien obligé aussi de réaliser que ça va prendre du temps. Ça c'est le principe de réalité. Ça va prendre du temps. Alors je ne sais pas où on en sera dans un an. Tout à l'heure Audrey disait rendez-vous dans un an. Pardon de le dire comme ça, peut-être que dans un an on n'utilisera pas ChatGPT pour faire un SWOT de l'IA. Hein. Et je renvoie à ce que je disais tout à l'heure de l'importance d'avoir des cas d'usage de l'IA générative alignés avec vos besoins, avec nos besoins de formateurs en fait. Alors, de manière plus générale, sur la question des moyens, je voudrais aussi recadrer le fait que l'IA, j'ai dit en introduction que l'IA était un outil numérique pour la pédagogie qui a ses particularités mais qui n'est pas complètement inédit. Nous avons déjà, je ne sais plus qui l'a dit ce matin, nous avons déjà essuyé le moment où, rappelez-vous, le PDG de Vivendi à l'époque, un monsieur qui s'appelait Jean-Marie Messier, disait dans les années 90, je parle aux plus âgés d'entre nous, je mets en place le portail de Vivendi et ça va remplacer les universités. Je ne dis pas que les universités n'ont pas changé, je ne dis pas que les universités ne se sont pas transformées parce qu'elles ont intégré les outils numériques. Si elles l'ont fait, pour la formation et pour tout le reste, elles n'ont pas encore complètement disparu. L'IA est un nouvel enjeu, mais qui vient après plein d'autres, qui vient après l'informatique, après le web, après les réseaux sociaux. L'IA est particulier parce qu'il avance très vite, il a une capacité de traitement des données qui est assez inédite, et parce qu'en plus, des fournisseurs d'accès ont rendu l'IA gratuitement disponible pour tous nos enfants, hein, sauf ceux qu'on essaye d'empêcher d'avoir un smartphone, mais ils sont très peu nombreux. Donc, on est équipé, enfin, on ne peut pas dire que l'enseignement supérieur ne soit pas équipé parce que l'enseignement supérieur a déjà transformé ses manières de faire, dispose de services insuffisants, de DSI, de services d'appui à la pédagogie, on ne les a pas encore cités, ils sont extrêmement importants. Hein. C'est l'équivalent des DRAN à certains égards. Enfin, voilà, DSI, service d'appui à la pédagogie. Bien sûr, il va falloir qu'on trouve les moyens d'équiper en compétences les infrastructures. Il faut aussi, ça c'est un gros sujet hein, pour l'enseignement supérieur et la recherche. Nous avons des infrastructures techniques qui dépendent de l'État. On l'a dit tout à l'heure, l'IA est extrêmement consommatrice
en énergie et en capacité de calcul. Et donc là, on a un vrai sujet sur comment dimensionner nos infrastructures pour qu'elles soient adaptées non seulement à la recherche sur l'IA, qui est formidablement financée depuis 2018 via des plans IA successifs. Et la Cour des comptes va bientôt publier, en septembre, va publier un rapport sur la stratégie nationale à l'intelligence artificielle. Donc nos infrastructures sont considérablement financées, mais ça a été dit ce matin, si l'IA doit être mise au service aussi de la formation à l'IA, même si ça sera toujours moins consommateur que les recherches sur l'IA, qui progressent aussi en termes y compris de frugalité, dans ce qui s'appelle le plan le PEPR en matière de recherche sur l'IA. Les questions liées à la frugalité de l'IA font partie des chantiers de recherche les plus soutenus. Il n'empêche que voilà, on a un sujet en termes d'infrastructures pour que nos infrastructures soient dimensionnées à la démultiplication des usages de l'IA dans la formation, pour la formation des futurs experts de l'IA et des experts de IA plus X, c'est-à-dire des nouveaux métiers qui intègrent l'IA dans le champ de la santé. La santé s'en est saisie depuis plusieurs années maintenant, enfin dans tous les domaines métiers, et pour la formation des futurs enseignants et des futurs enseignants-chercheurs. Alors justement, pour revenir sur ce sujet aussi de la formation initiale des enseignants, j'aimerais qu'on prenne un peu le temps pour revenir sur la réforme qui est en cours et qui, on l'a vu ce matin, est une occasion aussi de se poser les questions, comment on intègre l'IA, pour quelles compétences de l'enseignant demain. Voilà, comment vous abordez au sein des INSPE ce chantier-là et avec l'intégration de cette problématique aussi? Oui, donc je pense qu'il faut qu'on pense l'intégration de l'IA au niveau de la réforme selon plusieurs dimensions. D'abord, au niveau structurel, il faut qu'on prenne en compte deux logiques. La première, c'est une logique de continuum, licence, master et formation continue. Et donc, l'INSPE se retrouve dans le carrefour entre différentes tutelles, l'enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale, avec des attentes différentes, et il faut qu'on cherche cette logique de continuum. Alors, cette logique également doit veiller à une cohérence avec les stratégies universités, parce que les INSPE est une composante de l'université. Certains étudiants qui arrivent au cours du parcours en master viendront d'autres licences, donc il faut que dans la réforme, dans le plan de formation, il y a une cohérence interne avec l'université, mais qui doit aussi chercher une cohérence avec les attentes de l'employeur, donc de l'Éducation nationale, puisqu'on forme des futurs enseignants et qu'il va falloir réussir un continuum avec la formation continue. Donc c'est un enjeu très important, il faut le voir. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il y a un autre élément. Ça, c'est ce que je dis au niveau structurel, c'est-à-dire comment on travaille dans cette interface entre l'université et l'Éducation nationale. Il y a un autre élément, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans cette formation. Et ce qu'on a parlé tout à l'heure, il faut dépasser le périmètre de l'usage. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder l'IA en tant qu'objet, le questionner comme objet, un sujet de société, mais aussi des questions de nature pédagogique. Et ça, c'est le but final, après, bien entendu. Et c'est pourquoi il va falloir qu'on distingue ce qui va relever de la culture commune qu'on doit avoir, tout étudiant de l'université ou tout citoyen. Et puis après, la spécificité de l'INSPE qui est en forme vers un métier. C'est le deuxième volet. Et il faut les deux. Et il faut penser le continuum ces deux éléments dans un continuum de formation. Et par rapport à maintenant ce qui est spécifique au métier, donc là, il y a plusieurs volets également. Il y a un volet qui relève de la nature travail collaboratif, etc., mais également tout ce qui relève de la pédagogie, mais aussi ce qui est spécifique aux disciplines. Parce que l'IA ne va pas être, lorsqu'elle va être traduite dans telle discipline, l'histoire-géographie tout à l'heure a été donnée comme exemple, ou les mathématiques, c'est très différent. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a l'épistémologie des savoirs, au-delà des gestes professionnels qu'on peut les décrire. Et en fait, on est face à... Tout à l'heure, on dit, oui, c'est pas nouveau, c'est vrai. Il y a eu le numérique, mais je pense qu'on est la veille d'un changement de paradigme pédagogique très fort. Je pense que ça va être une rupture. Ce n'est pas une adaptation, comme on l'a connu avec l'introduction du numérique, etc., où il y avait des évolutions. Là, c'est un changement de point de vue, même épistémologique, sur les savoirs, de pratique pédagogique. Et c'est quelque chose qui est à construire. Et donc, l'enjeu est très fort. Vous voyez très bien, il va falloir construire une réforme
qui va nous préparer à un changement de paradigme d'enseignement. Donc on ne connaît pas vraiment le contour. On est en même temps en train de le penser. On est en train de le découvrir. Et donc on a besoin de la recherche, qui, elle prend beaucoup plus de temps que l'immédiateté, l'urgence dans laquelle on est lorsque la réforme, il faut la mettre en place dans 1 an. Mais on est dans une dynamique. Il ne faut pas que tout soit fait d'un seul coup. Il faut qu'on inscrive le travail de la réforme. On commence dès maintenant. On a commencé déjà et qu'il va falloir, on continue la faire évoluer et l'intégrer. Et donc l'intégration de l'IA dans la réforme, ce n'est pas un module ou 2 modules, c'est dans l'ensemble des modules. Et d'ailleurs, Erwan l'a bien dit, ça touche toutes les disciplines. Aussi bien pour la pensée que pour enseigner telle ou telle discipline. Et c'est ça qui va être important dans l'intégration. Je pense juste un point important qui est, pour réussir tout ce que je viens de dire, il y a un point fondamental, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est la formation des enseignants des ISP. Parce que c'est eux qui vont mettre en place cette formation. Et là, il y a urgence, mais urgence, ça veut dire, pour qu'on donne du sens à tous ces éléments, il va falloir qu'ils soient associés, qu'on travaille avec eux, en tant qu'enseignants d'une composante universitaire, mais en lien aussi avec des enseignants du terrain. Donc on voit bien ici la complexité. Et là, le travail qui est fait au niveau national par le réseau des référents numériques est très important parce que ça nous permet aussi de partager les spécificités qui sont locales des INSP au niveau de chaque région et de voir quelle stratégie au niveau national à déployer. Et donc, et pour terminer, juste un point, il me semble, qui est très important, mais sur lequel je pense qu'il faut qu'on avance, c'est que dans la logique que j'ai parlé tout à l'heure du continuum, c'est une logique qu'il va falloir la construire, parce que, y compris la réforme qui arrive, au-delà de l'IA, la réforme elle-même s'inscrit dans un continuum de formation, et donc qui dépasse même la question de l'IA. Merci. Une équation multiple. Oui, à plusieurs inconnus. Beaucoup d'inconnus. Mais on commence en tout cas, on les a identifiés. Comment l'université, puisqu'on l'a rappelé, INSP composante universitaire, confortée par la réforme en cours, et comment l'université peut accompagner par la recherche, par les infrastructures, par les services aussi, toute cette démarche de construction, de révolution pédagogique quasiment. Oui, merci. On entend, oui. Ben oui, effectivement, avant d'aller à l'INSP, les étudiants passent sur nos bancs. Donc il y a une première partie qui est, je crois, d'infuser un petit peu l'IA dans nos maquettes universitaires. Donc ça peut être fait voilà, en fonction des disciplines d'une façon ou d'une autre. Et puis il y a aussi quelque chose de plus transversal qui peut être fait. Et là, je ne pense pas spécifiquement à des choses techniques, mais plutôt des principes éthiques, environnementaux, etc. Là, on peut imaginer des modules méthodologiques. Dans les modules méthodologiques, on fait déjà des choses assez transversales pour donner une culture commune à l'ensemble des étudiants, voilà, en plus du maquettage qui peut être fait dans les différentes disciplines. Ouais, merci bien. Et puis, évidemment, il y a la formation même de nos enseignants, qui est très importante. Et là, comme vous le mentionnez, c'est les DAP, les directions d'appui à la pédagogie, qui peuvent rendre service. En tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça se pense. Donc les DAP, ça s'appelle DAP, SUP ou SUPTIS. Peut-être vous avez entendu ces noms, ça dépend un petit peu des établissements. C'est comme ça que c'est pensé aussi à l'université de Rennes, donc ex-Rennes 1. C'est le SUPTIS qui prend ça en charge. Et donc nous, ça passe par le recrutement d'une personne qui va concevoir des formations, proposer des formations différenciées aux différents départements qui composent notre université pour s'approcher au plus près des besoins des enseignants et avoir une formation qui soit la plus adaptée possible au bagage des enseignants et à leurs besoins disciplinaires. Voilà. Donc on espère qu'avec ça, avec la formation des enseignants et la formation des étudiants, on arrivera à avoir dans les INSP des étudiants les mieux formés possibles. Il faut savoir que les étudiants arrivent maintenant de plus en plus avec déjà des connaissances sur l'utilisation de l'IA qui est très étendue. Bien souvent, c'est ce que vous mentionnez, M. Jean, je crois, 80% des lycéens, à minima, sont à l'aise avec les outils d'IA. Voilà. Donc nous, on a ce défi de la formation de nos enseignants qui ne sont pas encore à ce niveau-là en général. Et bon, voilà pour ce que je pouvais dire en essayant d'être assez bref.
Merci. Je vois l'heure qui tourne et je voudrais pouvoir vous donner l'occasion de poser, réagir à ce qui a été dit, poser vos questions. Donc n'hésitez pas. Qui veut... Voilà, pendant qu'on prend les micros, ils vont pouvoir circuler. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que peut-être vous commencez à avoir faim. Oui, forcément, notre grand témoin. Bon, ça, forcément. C'est moins une question qu'un sujet, parce que c'est vrai qu'on entend que finalement le sujet de la formation et de l'accompagnement des formateurs se pose. Et c'est vrai que l'INSPE se retrouve maintenant au centre du jeu. Et c'est vrai que former les enseignants-chercheurs à l'IA, à l'usage de l'IA, former les enseignants en devenir, former les enseignants qui le sont, on voit que l'INSPE a un positionnement intéressant. Je pense qu'il faudrait pousser, susciter, réfléchir ensemble. Et ce que je disais à Yann à l'instant, il y a en plus un côté intergénérationnel qui pourrait se poser. Donc faire de l'INSPE un lieu de convergence, je pense, pourrait être un sujet commun de réflexion. Donc il n'y a pas de question, mais voilà, il y a une piste voilà, qu'on pourrait peut-être lancer tous ensemble. Alors, allez-y. Ami Tchachwa, il n'y a pas de micro. Voilà. Oui, donc je pense que c'est très important, donc ça va dans le sens que j'ai dit. La question, mais je voulais juste un point tout à l'heure, quand j'ai parlé aussi, on met beaucoup bien sûr sur la formation initiale, ça c'est très important, et on assume bien sûr notre rôle. Et ce que j'ai expliqué aussi, c'est la complexité de Carrefour dans lequel on se place, et donc c'est un défi très important. Et donc, mais oui, il y a un autre élément, je vais parler tout à l'heure, c'est le continuum avec la formation continue. Et lorsqu'on a parlé tout à l'heure, dans un an, moi il me semble, en France, on sait très bien, on a une difficulté, c'est l'absence de la formation continue. Elle existe, mais ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu qu'on souhaite. Et pas que sur l'IA, sur d'autres thématiques. Mais l'IA, comme on a dit, c'est quelque chose sur lequel on n'aura pas la réponse ni demain ni après-demain. C'est quelque chose qu'il va falloir accompagner parce qu'on ne sait pas. C'est une aventure. Et il me semble qu'un élément qu'il va falloir qu'on travaille, c'est la formation continue. Quelle formation continue après pour les enseignants? +3, +4, etc. Juste un élément sur la formation continue, puisque c'est piloté à l'échelle nationale dans ma sous-direction, pour dire qu'effectivement c'est un axe important pour le ministère et on va déployer dès l'année prochaine dans le cadre du plan national de formation la formation de tous les formateurs académiques, donc plusieurs centaines de personnes formées qui à leur tour vont former plusieurs milliers de personnes dans les académies en contexte professionnel pour apporter les réponses circonstanciées. Et pour rebondir sur ce que Erwan disait, c'est vrai que la question se pose de l'ouverture de ces formations qu'on organise, nous, à l'échelle nationale, à des formateurs des INSPE en particulier. Juste vous vouliez la parole? Non. Un point, le 1er juillet, le gouvernement a lancé un plan qui s'appelle Oser l'IA, avec plein de branches autour de l'IA à investir dans tous les pans de la société. Et naturellement, ils n'ont pas oublié qu'il y avait un enjeu de formation systémique au-delà des seuls enseignants. L'ambition du gouvernement est de former d'ici à 2030 15 millions de professionnels autour des sujets de l'IA. Donc en octobre ouvrira une académie de l'IA. Et donc je reprends 15 millions d'ici à 2030. Nous, notre enjeu, c'est donc de former 1 million d'agents. Et on a 12 millions d'élèves qui seront bientôt des professionnels. Et un dernier point statistique, une donnée statistique qui émane du FMI, c'est que d'ici à 3 ans, 65% des métiers auront été transformés profondément par l'IA. Donc on est aussi dans cette zone assez inconfortable où on va former des jeunes publics sur des métiers qui n'existent pas encore ou qui vont être très profondément transformés. Donc, je mobilise la pyramide de Bloom et je me dis qu'il faut vraiment investir dans tout ce qui est au sommet de la pyramide de Bloom, coopérer, pédagogie de projet, ce genre de choses, plus que les fondations qui vont être très fortement remplacées. Caroline Olivier, Yannick, je crois. Oui, peut-être pour revenir sur tout ce qu'on a dit, on voit bien que compte tenu de l'ampleur du sujet, on envisage plusieurs voies, plusieurs outils, plusieurs dispositifs, plusieurs organisations qui vont intervenir de manière complémentaire. Les INSPE, bien sûr, pour les enseignants, les formations dans les universités pour former les futurs experts de l'IA, etc.
Et on a évoqué beaucoup d'opérateurs qui sont là déjà, qui développent aussi des outils, des dispositifs qui contribuent. On a beaucoup parlé de Magister, on a parlé de Canopé INSPE, on a évoqué les plateformes nationales plutôt enseignement sup que sont FUN, hein, France Université Numérique, sur lesquelles il y a des MOOC, et un MOOC notamment qui s'intitule Former les enseignants-chercheurs à la pédagogie, enfin, former au métier de l'enseignement, dans lequel, dès novembre prochain, il y aura un module spécifique sur l'IA. On n'a pas parlé de PIX, me semble-t-il. Je crois que l'occurrence n'a pas été évoquée. PIX, alors PIX PIX ne fait pas la formation à la place des formateurs. Hein. PIX développe des certifications. Mais dans PIX, il y a PIX plus Edu, dans lequel on est en train d'implémenter une partie spécifique à l'IA, et ça c'est financé par le PIA, France 2030, pardon. Et on est aussi en train d'implémenter un PIX plus IA, pardon, je prends mes notes parce que tout ça est extrêmement technique. PIX plus IA, voilà, qui va permettre de développer le fameux module obligatoire, fameux puisqu'il a été annoncé par Elisabeth Borne, obligatoire pour les élèves de 4e et de seconde, et que dès 2026, pour ce qui est du module de formation aux élèves de seconde, ce module va être aussi, en ayant été légèrement modifié, proposé aux étudiants qui arrivent à l'université. Parce qu'on considère qu'en termes de connaissances et de compétences à faire acquérir, il y a pour le moment une proximité forte entre des élèves de seconde et puis des jeunes gens et des jeunes filles qui arrivent à l'université après leur bac. Voilà. Donc, vous voyez, on est là dans une logique. Alors ça, c'est des financements supplémentaires qu'on a obtenus, qui ont été obtenus par PIX dans le cadre de France 2030, mais qui vont permettre de structurer des choses sur la durée. Alors, à quelle échéance? Évidemment, ça se transforme tellement vite que c'est difficile à dire, mais on a quand même là un opérateur qui est déjà mis à contribution sur ce sujet, qui ne remplacera pas, bien sûr, ce qui se passe dans les INSPE, qui ne remplacera pas ce qui se passe dans les universités, mais qui est une des briques de ce dispositif dont on voit bien à quel point il faut qu'il fasse appel à plein d'opérateurs et à plein de démarches complémentaires, le plus complémentaires possible entre elles. Alors, une question. Pierre Charéron, administrateur proviseur de l'INSPE de Lyon et VP du réseau. Deux éléments, alors qui sont plus des réactions, je me permets de rebondir sur ce qui a été dit. Le premier, c'est redire ici que ce que sont les INSPE et comment ils sont définis au titre du Code de l'éducation. Et dans leur mission, il y a la question de la formation initiale. Il y a aussi la question de la formation continue des personnels de l'éducation nationale, mais Frank Vandenbroek le disait. Il y a aussi la formation des personnels de l'enseignement supérieur à la question des pratiques pédagogiques en lien, bien sûr, avec les services d'appui à la pédagogie. Peut-être le moment est-il propice à réinterroger aussi le rôle qui peut être le nôtre, celui des INSPE, dans ce moment de réforme profonde sur cette question-là. Et puis peut-être un deuxième point, une petite alerte. Il était question à l'instant de PIX et PIX plus Edu notamment. On a été un peu mis en difficulté collectivement sur le fait que le système a eu du mal à se décider sur ce qu'il devait faire avec ces objets autour du numérique, quant à savoir notamment s'il y avait nécessité que les enseignants soient certifiés dans le champ du numérique, et par effet de cascade, parce que cette réponse n'a pas été obtenue collectivement, pas encore en tous les cas, ou qu'elle a pris du temps, derrière ça pose des questions sur la façon dont on forme les futurs enseignants, parce que s'il n'y a pas nécessité d'une certification reconnue, à ce moment-là, les étudiants ont vite fait de se dire on n'a pas besoin de se certifier puisque ça n'est pas encore attendu par l'institution. Donc, je ne sais pas si c'est un vœu à formuler aujourd'hui, mais le fait que cette question-là sur le numérique retrouvera probablement des échos sur l'intelligence artificielle me semble être à pointer du doigt aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez réagir. C'était dit, oui. François Vandenbroek. Si, pour dire qu'effectivement, dans la réflexion qui s'engage aujourd'hui au sujet de la formation initiale, la question de la certification à la fois des étudiants en licence professorat des écoles et en master est discutée. Et donc là, il est question, en fait, c'est du CRCN ou CRCN Edu. Voilà, donc c'est vraiment dans l'axe de réflexion. Oui, j'avais juste pour rebondir, j'ai une question de vocabulaire. Vous
Caroline, vous avez mentionné un PIX plus IA qui serait un module à destination dès la 4e ou 3e et éventuellement en seconde et même aménagé pour les licences. Mais est-ce que c'est vraiment un PIX plus IA qui va dans la logique de PIX plus édu, PIX plus santé, etc. Ou est-ce que c'est un module IA dans PIX qui me semblerait quand même plus dans la logique initiale de ce système? C'est une question de vocabulaire, mais c'est quand même important pour moi. Alors, je suis un peu inquiet qu'il y ait un PIX plus IA qui émerge. Alors, l'idée avec ce PIX IA 4e et seconde obligatoire, c'est que vous voyez que là, il y a 2 tranches de la population qui systématiquement sont formées, initiées à ce sujet-là, et pour lesquelles il y a une attestation de suivi. C'est-à-dire que là, on garantit qu'au fil des années, et en 4e, puis en seconde, la génération des millions d'élèves que nous avons vont être initiés sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment un module dédié à l'IA. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, il faut qu'on ait, ça a été évoqué par les intervenantes précédentes, mais il faut différentes facettes pour réussir à traiter la complexité du sujet autour de l'IA dans la population. Et donc c'est une des facettes que de prendre 2 moments ponctués dans la scolarité en 4e et en seconde, où on sait que tous nos élèves, c'est quand même pas mal, hein, tous nos élèves ont eu, alors pour la 4e, c'est 1 heure. Le bloc, on est en train de le construire, de le stabiliser avec les équipes des GESCO DNE, c'est vraiment modeste. Mais cette initiation, ça veut dire que quand on croise un élève ensuite qui était en classe de niveau de 4e, on sait qu'ils ont tous reçu ce bagage commun. Et vous savez que le risque avec l'IA, c'est l'enfermement algorithmique, chacun dans son monde, sa représentation du monde, complètement isolé du reste du monde. Là, on sait que chaque élève de 4e, chaque élève de seconde aura ce bagage. Est-ce qu'il est suffisant? La réponse est non, mais on a un bagage minimum. Et donc, on arme, on étaye les élèves pour qu'ils commencent à comprendre de quoi on parle et qu'ils se tiennent loin de ces discours extrêmement simplistes, consuméristes, que vendent les grands acteurs qui sont des prédateurs gigantesques, acteurs principaux autour de l'IA, d'accord, qu'on subit souvent en tant que simple consommateur. La France, l'Europe, un peu moins l'Europe que la France, a vocation à exiger une surcouche de citoyens éclairés. Et ils feront ce qu'ils voudront après. Mais nous, on est là pour éclairer. Donc vraiment, ça n'est pas suffisant, mais il y a 2 moments où toute la population a reçu ces éléments-là. Donc c'est quand même un élément assez précieux qu'a annoncé la ministre d'État. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, avec plaisir. Alors, on l'a peut-être pas dit, mais évidemment, on est super disponible après, pendant toute la journée, pour continuer à échanger avec vous sur des questions difficiles, irritantes ou que sais-je. Pas d'autres questions, réactions? Effectivement, les échanges vont se poursuivre. On n'est qu'au début de cette université d'été. Voilà. Erwan, pas de mot de la fin, c'est bon? Pas d'autres réactions? Reste à vous remercier beaucoup pour vos interventions et ces échanges.